Hola a todos y muy buenos días desde Washington, D.C. Gracias por conectarse a Bonjour à esta. tous depuis Washington ici. Merci beaucoup de faire partie de cette information, de cette transmission au sujet de la pandémie pour la région des Amériques. Je suis Sébastien Noriel du département de communication de l'OPS et cette séance durera environ 1 heure et nous prendrons vos questions jusqu'à ce moment. Vous pourrez poser vos questions à travers le courrier électronique, à travers le chat ou alors vous pouvez cliquer sur Q et A. N'oubliez pas de mentionner le moyen de communication auquel vous appartenez. Lorsque vous posez nos questions, nous avons la traduction simultanée vers le français, le portugais, l'espagnol et l'anglais. Et vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter en cliquant sur le petit globe que vous verrez en bas aujourd'hui. Notre directrice, le docteur Carissa Etienne, vous informera sur la situation des vaccins et de la COVID dans la région des Amériques. Nous avons le docteur également Gerbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires de l'OPS, et le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents de l'OPS. J'invite maintenant le docteur Etienne pour qu'elle prononce ses remarques. Merci Sébastien. Et une très belle journée à vous toutes et vous tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence de presse. La semaine dernière, plus d'1 million de gens sont devenus malades à cause de la COVID-19 et 34 000 sont morts de ce virus, à cause de ce virus. Il y a quelques jours, les États-Unis ont atteint un jalon qui est peu enviable. Plus d'un demi-million de gens sont morts de la complication de la COVID. Donc, ces pertes nous rappellent de la douleur et des souffrances que ce virus a causées, surtout dans notre région. Il y a 1 an, le Brésil a signalé son premier cas de COVID et depuis lors, plus de 10 millions de Brésiliens et pratiquement 50 millions de gens ont été infectés par ce virus sur le continent américain. C'est pratiquement la population de toute la Colombie. On ne peut nier que les Amériques ont été l'épicentre de cette pandémie depuis des mois et que nous sommes toujours frappés de façon disproportionnée par ce virus. Donc, quand les médias nous signalent des réductions fortes dans les cas de COVID-19, moi, je voudrais souligner que nous ne sommes quand même pas sortis de l'auberge. Les données présentent un scénario beaucoup plus complexe. La chute des cas dans notre région s'explique largement par les réductions dramatiques de nouvelles infections aux États-Unis, où les cas de COVID et les morts ont chuté de 30% la semaine dernière en comparaison avec la semaine antérieure. C'est le résultat de plusieurs facteurs, y compris des mesures de santé publique plus strictes, une meilleure adhésion du grand public et une meilleure coordination dans tout le pays et de déploiement du vaccin. Les États-Unis ne sont pas seuls. En Amérique du Sud, la plupart des pays rapportent une chute des cas. Et c'est en Uruguay que les réductions sont les plus fortes, où nous avions vu en fin d'année dernière une grande augmentation des cas. Et donc, des mesures de santé publique ont été prises pour contrôler le virus. Et en quelques semaines, l'Uruguay a réussi à contrôler cette flambée. Au Brésil, en Colombie et en Équateur, on observe aussi une petite réduction des nouveaux cas, de 4% de moins. Mais le virus continue à s'étendre à des niveaux à peu près semblables à ceux qu'on observait en milieu d'année dernière, quand de nombreux pays tiraient le signal d'alarme. Même si nous sommes mieux équipés pour gérer ces infections qu'il y a 6 mois, beaucoup de choses peuvent arriver dans les prochaines semaines. Quelques pays de notre région signalent encore une augmentation dans leurs infections. Le Pérou, par exemple, connaît de nouvelles flambées le long de sa frontière amazonienne avec le Brésil et la Colombie.
dans les Caraïbes, des petites îles comme la Barbade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines et les îles turques et caïques signalent une nouvelle augmentation des nouvelles infections. Pour contrôler le virus, il faut que nous restions vigilants et engagés vis-à-vis des mesures de santé publique dont nous connaissons l'efficacité, surtout alors que de nouvelles variants circulent dans la région et peuvent empirer le fardeau sur nos systèmes de santé. C'est la raison pour laquelle l'OPS continue à effectuer une veille sur la diffusion de le virus dans notre région. Cette semaine, pratiquement 78 millions de gens ont été vaccinés contre la COVID-19 sur tout le continent américain et dans les Caraïbes, avec de plus en plus de gens protégés chaque jour, la plupart d'entre eux étant en Amérique du Sud. Mais cela va prendre des mois avant que l'impact des vaccinations va avoir un impact sur les infections de la COVID, même dans des endroits comme les États-Unis où les campagnes d'immunisation ont commencé depuis des semaines. À court terme, les doses de vaccins disponibles sont encore limitées. Il faut nous centrer sur le sauvetage de vie en donnant la priorité aux plus vulnérables, comme les professionnels de santé, les personnes âgées, les gens qui ont des maladies préexistantes. Au fur et à mesure que la demande, l'offre va rattraper la demande, nous pourrons protéger de plus en plus de gens et nous pourrons dépendre des vaccins pour finir par contrôler la pandémie dans notre région. C'est la raison pour laquelle il nous faut maintenir les mesures dont nous savons qu'elles peuvent protéger contre la transmission. Je voudrais vous les rappeler. Porter un masque dans l'espace public, maintenir la distanciation sociale et éviter des endroits avec trop de gens ou les endroits fermés. Donc, augmenter l'accès aux vaccins dans les Amériques devrait être une priorité mondiale et notre région a été plus touchée par la pandémie que tout autre et des millions de gens sont toujours vulnérables à l'infection et à la mort. 28 pays et territoires ont commencé à leur campagne de vaccination dans notre région après avoir signé des accords bilatéraux avec des laboratoires ou à travers de petites donations de la part d'autres pays. Mais ce n'est pas assez, ce n'est pas acceptable. Le pouvoir salvateur des vaccins ne devrait pas être un privilège de peu de gens, mais un droit pour tous, surtout pour les pays qui sont les plus exposés comme ceux des Amériques où la pandémie tient toujours son épicentre. Notre région a besoin de vaccins le plus vite possible et plus de vaccins, plus de doses possibles pour sauver des vies. Une nouveauté nous permet peut-être d'espérer une lueur d'espoir. Les pays qui sont en attente de recevoir des premières doses de COVAX ont reçu des nouvelles sur les envois futurs. Ce sont des centaines de milliers de doses qui vont être livrées dans les prochaines semaines. L'offre, cependant, reste limitée et le déploiement des campagnes de vaccins sera lent au début, mais elles augmenteront chaque mois. Les premières distributions dans nos pays, dans notre région, vont couvrir à peu près entre 2 et 2,5% de la population et ils seront répartis de façon juste et équitable entre les pays participants. Le fonds rotatif de l'OPS a conduit les efforts pour acheter des vaccins au nom de pays des Amériques pendant des mois. Nous avons négocié directement avec les laboratoires pour obtenir des accords au nom du mécanisme COVAX pour réduire le fardeau sur les systèmes de santé publique. Malgré ces efforts pour livrer les vaccins le plus vite possible, nous sommes encore très en retard par rapport à ce que nous devrions atteindre dans la région. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons urgemment, instamment à la communauté mondiale qu'elle transforme les vaccins contre la COVID dans les Amériques en une priorité mondiale, puisque le risque est le plus grand dans cette région. Notre région
travaille dur pour que, une fois les vaccins seront approuvés et disponibles, les pays soient préparés à déployer des campagnes. Et nous sommes prêts. Alors que COVAX va fournir ses premières doses, je voudrais rappeler à tous que ces vaccins sont sûrs et efficaces. Tout vaccin distribué par COVAX est passé par une phase d'évaluation sévère par l'OMS et a été autorisé par les autorités régulatrices de différents pays qui ont examiné la production de ces vaccins étape par étape. Ce processus d'approbation est complexe, rigoureux et complet, et donc les citoyens qui reçoivent les vaccins peuvent avoir confiance dans sa sécurité et dans sa efficacité. Nous avons quelques petits problèmes. I'm sorry. So as we have witnessed the vaccine development process unfold, donc le processus de développement des vaccins, nous avons observé, on a été un peu perdu par les nouvelles sur les vaccins et nous avons suivi les données sur l'efficacité des vaccins comme si c'était le score du dernier match de foot. Mais c'est encourageant, bien sûr, que le public en général s'intéresse à la science parce que mais il faut être prudent parce que la science peut être différente en fonction de chaque essai clinique et les chiffres de l'efficacité, s'ils sont pris hors de contexte, ils n'ont plus de valeur. Donc, même si chaque vaccin est unique, ceux qui ont autorisé leur usage par l'OMS et leur livraison à travers le mécanisme COVAX ont prouvé que ça va réduire les infections par donc les gens seront en sécurité et à leur tour, cela va protéger nos communautés et nos systèmes de santé recevront moins de patients de la COVID. Donc, quand ce sera votre tour, s'il vous plaît, nous vous encourageons, nous incitons à vous faire vacciner. Ensemble, nous avons observé l'impact grandement positif des vaccins sur les patients et les communautés. Et en effet, grâce au pouvoir des vaccins, notre région a éliminé la variole, la polio, la rubéole et avec la COVID-19, ce n'est pas différent. Des vaccins sûrs et efficaces nous aideront à renverser cette pandémie, mais à condition que nous atteignions les plus exposés, peu importe où ils habitent, où elles habitent. Et il nous faut encore maintenir les mesures de santé publique telles que les tests, le dépistage, la quarantaine, la distanciation physique, l'hygiène des mains et l'usage de masques. Merci, Merci Dr. beaucoup, Etienne. Nous allons Dr. passer maintenant aux Etienne. questions qui nous ont été envoyées. Maintenant, nous vous demandons, nous passons la parole aux questions. N'oubliez pas de mentionner votre moyen de communication. La première question que nous avons, c'est de l'agence EFE. Que pense l'OPS sur le rythme de vaccination en Amérique latine et le besoin que les vaccins arrivent à tous les pays en voie de développement? Dr. Etienne, vous avez la parole. Merci pour cette question. Jusqu'à présent, la COVID-19 au sein des Amériques a connu le plus grand nombre de cas et donc la COVID-19 reste implacable. Comme nous l'avons dit, lundi, pour la seule journée de lundi, la région américaine a signalé 50% des nouveaux cas mondiaux et 65% des nouvelles morts mondiales. Ce taux de létalité est beaucoup trop élevé. Il y a trop d'hospitalisations qui surchargent nos systèmes de santé dans la région. Ce fort taux de létalité cause des souffrances dans tout le pays des Amériques et aura des répercussions durables sur nos familles, sur nos sociétés, sur nos économies. C'est la raison pour laquelle il faut affronter le problème maintenant
La manière peut-être de réduire ces morts est en déployant rapidement ces campagnes de vaccination à ceux qui sont les plus exposés. Mais il nous faut plus de doses le plus vite possible et le plus de doses possible. Laissez-moi vous dire que nous sommes très soucieux de l'offre limitée qui est disponible pour les pays à revenus moyens et pauvres dans notre région. L'OPS demande enjoint nos États membres, nos partenaires mondiaux et les institutions régionales de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour augmenter les taux de vaccination dans notre région. Nous vous aiderons pour les achats, pour le déploiement et pour l'augmentation de l'échelle des campagnes de vaccination, mais nous ne pouvons faire ceci que si des doses sont allouées à notre région. Beaucoup de pays ont commencé la vaccination, mais plusieurs autres ont encore à fournir des vaccins. Il y a seulement 13 millions de gens qui ont été vaccinés en Amérique latine et dans les Caraïbes. Mais même dans les pays qui ont commencé, l'offre de vaccins est lente et on ne peut pas tellement compter dessus. Donc, on nous dit qu'il faut garder courage et que la livraison des vaccins COVAX va commencer rapidement dans les Américains, mais c'est le premier pas pour changer le manque d'équité que nous avons pu observer jusqu'à présent. Mais croyez-moi, il faut qu'on augmente et qu'on maintienne le rythme vite pour pouvoir réduire ce taux de mortalité et de létalité. El último minuto, por favor. So, sorry about that again. In the Americas, so vaccine deliveries will start soon in the Americas, and we are grateful to COVAX. But this is only a first step. Donc, ce n'est une première étape pour renverser le manque d'équité que nous avons pu observer récemment. Et il faut augmenter le nombre de doses et que ce nombre soit maintenu si nous voulons renverser la tendance dans les morts et les souffrances que cela cause aux gens de notre population, de notre région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Et alors maintenant, nous avons une autre question maintenant de Mme Ochoa du Mexique qui nous demande si nous avons des détails au sujet des envois des vaccins par COVAX en Amérique. Quelles sont les quantités? Quand est-ce que ce premier envoi, cette première remise arriverait? Et surtout, comment est l'état des plans pilotes du vaccin Pfizer? Merci beaucoup, beaucoup de questions. Je voudrais en profiter pour vous dire ce qu'est COVAX. COVAX est un mécanisme novateur pour donner l'accès au pays au vaccin de la COVID-19 et il est administré par 3 organisations, par l'OMS pour l'Alliance pour les vaccins et également par une plateforme de développement pour l'urgence qui s'appelle par conséquent, c'est l'OMS, Gavi et CEPI. Ce sont les 3 mécanismes qui garantissent l'accès à ces vaccins. Par conséquent, il s'agit pour allouer les vaccins également. Nous contribuons, nous personnellement, avec des informations pour cette prise de décision. Gavi se charge d'administrer le mécanisme COVAX et CEPI se charge du mécanisme pour le développement de nouveaux vaccins contre le COVID-19. Pour le mécanisme COVAX, les acquisitions des vaccins se réalisent à travers 2 mécanismes. D'abord, le fonds renouvelable de l'OPS et où nous allons faire l'acquisition pour les pays des Amériques et pour les autres pays du monde, l'UNICEF est chargé de l'acquisition de ces vaccins. Par conséquent, tous les pays qui ont reçu une lettre au sujet du mécanisme COVAX il y a 2 ou 3 semaines, les informant quelle serait l'estimation de la quantité de vaccins
qu'ils devraient recevoir pendant le premier semestre de cette année. Le mécanisme COVAX termine maintenant les négociations avec des producteurs. Il s'agit d'une négociation très complexe parce que le gouvernement des pays concernés sont impliqués où se trouve le producteur. Et donc, on est en train de négocier pour pouvoir supprimer les restrictions aux exportations et pour que le mécanisme COVAX puisse envoyer ceci aux pays avec l'estimation finale des vaccins qu'ils recevront à partir des deux producteurs d'AstraZeneca. Le producteur d'AstraZeneca qui se trouve en Inde, le Serum Institute d'Inde, et le producteur d'AstraZeneca qui se trouve en Corée du Sud. Nous pensons qu'au moins dans 2-3 jours, les pays vont recevoir cette correspondance à ce sujet. Nous, de l'OPS, nous travaillons tous les jours pour faire des accords avec les producteurs qui enverront des vaccins à la région. Nous avons conclu aujourd'hui une négociation très complexe qui comprenait tous les détails des envois, des courriers, etc. avec les producteurs et nous pensons que le mécanisme COVAX va faire ce qu'il a promis et nous allons remettre ces vaccins au mois de mars. Aujourd'hui, d'ailleurs, le mécanisme COVAX a envoyé la première remise de vaccins au Ghana, le premier pays d'Afrique qui a reçu le vaccin. Je pense qu'en ce moment où nous avons beaucoup de limites des vaccins, y compris les pays riches qui ont acheté beaucoup de vaccins et qui ne reçoivent pas les vaccins qu'ils ont acquis des producteurs parce que certains producteurs ont eu des problèmes de production, d'autres ont vendu plus de vaccins que la capacité de livraison qu'ils avaient, d'autres ont eu des problèmes avec les problèmes d'exportation. Pour plusieurs raisons, nous nous trouvons dans cette situation maintenant et c'est pour cela le Fonds renouvelable qui fait le processus d'acquisition travaille toute la journée avec les producteurs pour pouvoir achever ce processus compliqué. Et nous avons des attentes positives concernant les pays des Amériques et des Caraïbes qui recevront les vaccins de COVAX à travers le mécanisme COVAX et les vaccins qui leur ont été promis au mois de mars. Tous recevront les vaccins produits par AstraZeneca. Merci, docteur. Plusieurs journalistes demandent Marta Costoret de El Diario Contra Réplica et Martínez del Sol de México. Ils disent que le Mexique, à travers leur chancelier, ont montré leurs préoccupations de ne pas avoir, concernant les dates auxquelles arriveraient les vaccins COVAX. Et également, ils voudraient en savoir plus au sujet de l'arrivée de ces vaccins. Merci de cette question. Nous partageons tout à fait cette préoccupation de tous parce que nous espérons que les vaccins arrivent le plus tôt possible dans sa première étape. Comme l'a bien souligné notre directrice, il nous faut maintenir, non seulement recevoir les vaccins, mais également faire en sorte que les systèmes de santé fonctionnent pour appliquer les vaccins, sauver des vies en appliquant des vaccins sur les personnes les plus âgées et des personnes qui ont des comorbidités ou des maladies associées. C'est pour cela que nous nous trouvons maintenant dans cette situation. Nous passons par ce processus. Le Mexique et tous les pays sont en train d'attendre d'une manière très proche les processus et suivent de près les processus qui sont en train de se développer à travers le monde. Et nous pensons que le mécanisme COVAX remettra les vaccins au mois de mars avec toutes les limites qui sont connues, même les pays qui ont établi des accords bilatéraux ont des difficultés à recevoir leurs vaccins. Et soyons clairs, les vaccins ont une quantité limitée
le plus qu'il y aura d'accords bilatéraux, la disponibilité commencera à diminuer. C'est pour cela que je pense que d'avoir un mécanisme tel que COVAX qui puisse avoir la capacité de remettre des vaccins d'une manière équitable est une victoire très importante pour le monde et qui doit être renforcée. Merci beaucoup. Merci, docteur. La prochaine question est de Blanca Alvarez du Mexique qui dit au Mexique, on a identifié des variants du Royaume-Uni, du Brésil et d'Afrique du Sud et donc l'idée qu'au Mexique, il y aurait un nouveau variant. Il demande qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet, docteur Alighieri. Merci Sébastien et merci pour cette question au sujet du Mexique. Le Mexique signale d'une manière systématique les variantes de SARS-CoV-2 et qui sont confirmées par l'INDRE, qui est l'Institut de diagnostic de référence. Jusqu'à l'heure actuelle, l'Organisation panaméricaine de la santé a reçu des signalements de ce variant qui a été détecté, du variant P1, détecté dans la partie amazonienne, mais nous n'avons pas de rapport qui ont été par les autorités nationales qui confirment qu'il s'agisse du variant détecté en Afrique du Sud. Ces variants nous préoccupent parce qu'ils contiennent des mutations et qui se disséminent sur la planète tout entière. Le 22 février, lundi dernier, dans la région des Amériques, 25 pays et territoires avaient signalé tout au moins un des 3 variants de ce segment, c'est-à-dire la capacité de dissémination rapide à un niveau régional, comme dans d'autres régions, comme par exemple dans la région d'Europe. Ceci signifie, je voudrais souligner qu'il est important de garantir une surveillance génomique concentrée pour caractériser les standards génomiques. Le premier variant a suivi la caractérisation du transmission dans la région de Jalisco à la fin du mois de janvier. Il est important de souligner et de se rappeler que l'apparition de variants du SARS-CoV-2 est un phénomène attendu qui est en rapport avec l'évolution biologique du virus. Et les laboratoires à un niveau mondial et régional sont en train d'étudier tous les mois plus de différences et d'autres particularités dans ce génome. Néanmoins, il y a des variants qui nous préoccupent plus, les 3 que j'ai mentionnés, qui s'appliquent à la question posée par le Mexique par leur partage épidémiologique. Ce sont des phénomènes plus rares, ces comportements différents. Pour conclure la question au sujet du Mexique, dans ce contexte, à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'informations sur l'émergence en potentiel d'un variant au Mexique. J'espère avoir répondu aux préoccupations de la journaliste. Merci, monsieur. La question suivante est de Claudia Torrens de l'agence AP. Je passe la parole à Claudia. Claudia, est-ce que tu nous entends? Claudia Torrens. Je te passe la parole pour que tu puisses poser ta question. Bonjour. Merci. Le président d'Argentine voudrait que le Mexique se joigne à sa proposition pour que les attaques à la COVID soient considérées un bien mondial, pour que tous les pays puissent produire des vaccins. Qu'en pense l'OPS de cette question? Docteur Barbosa, est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Merci de ta question, Claudia. Il y a des accords internationaux comme la déclaration de Doha où la protection de la propriété intellectuelle doit
doit prendre en compte les besoins de la santé publique. Ça fait plusieurs années qu'il y a eu cet accord entre les pays. Il est toujours important d'avoir une position telle que celle-ci de l'Argentine, du Mexique, de plusieurs pays de la région, de chercher à considérer un outil si important tel que le vaccin pour une pandémie comme étant un bien public mondial. Cette préoccupation est très importante. D'une manière pragmatique, je pense que le meilleur pari que nous pouvons faire en ce moment, c'est un appel à la solidarité mondiale dans le sens où les pays devraient se concerter entre eux, se consulter pour que le mécanisme COVAX soit le mécanisme qui donne les directives. Et l'idéal serait d'avoir plus de vaccins pour distribuer. C'est une vision pragmatique parce que bien que les producteurs puissent céder leurs droits de transfert intellectuel, ce transfert de connaissances prendra des mois pour les pays qui veulent produire. Je pense qu'il est important de continuer ce débat d'une manière globale, mais d'une manière plus pragmatique. S'il pouvait se faire que plus de vaccins soient disponibles pour le mécanisme équitable qui est le mécanisme COVAX, je pense qu'il s'agirait d'un pas très important pour garantir que le vaccin, effectivement, n'est pas seulement pour le marché ou pour les règles du marché, mais que le vaccin est un outil important pour sauver des vies et pour soutenir et donner de l'aide à la réponse à cette pandémie. Merci beaucoup, docteur. La, la prochaine question de Nicole Chapeau de Venezuela. Elle dit que l'Assemblée générale avec Juan Guaido dit que le vaccin pourrait arriver à travers le mécanisme COVAX entre avril et mai. La question qu'elle pose, c'est si nous sommes d'accord avec ces délais et quelles sont les avancées techniquement que le Venezuela a eues pour le mécanisme COVAX et si vous êtes d'accord avec la manière comment se sont appliqués les vaccins qui sont arrivés au Venezuela la semaine dernière. Docteur Barbosa, est-ce que vous pourriez commencer par répondre? Merci pour votre question et je vais demander à mon collègue Siro qu'il complète ma réponse. Pour recevoir les vaccins, les pays doivent adopter plusieurs mesures. Des mesures telles que des aspects de réglementation pour que les vaccins puissent parvenir au pays, y entrer, être distribués. Le pays doit également signer des clauses d'identification avec les producteurs et également tous des mécanismes et des démarches. Nous sommes en train de soutenir les pays pour qu'ils soient prêts à recevoir le vaccin lorsque le producteur informera qu'il va les envoyer. Ce sont les mécanismes que nous sommes en train d'appuyer, de soutenir au Venezuela. Le Venezuela a des difficultés pour avoir accès aux fonds renouvelables, mais nous sommes en train d'aider le Venezuela pour qu'il ait son calendrier de vaccination et pour qu'il prenne toutes les mesures légales, administratives, réglementaires pour l'arrivée du vaccin. Et nous sommes très préoccupés avec ceci. Nous ne voulons qu'aucun pays de la région ne soit sans vaccin. J'aimerais maintenant que Dr Siro complète ma réponse concernant les avancées de la partie technique. La partie technique s'est réunie à 2 occasions. Lors de la deuxième occasion, on s'est réunis avec l'Académie nationale de médecine, des associations scientifiques pour revoir le plan national de vaccination pour le COVID-19. Et il a été défini que le 25 février, c'est-à-dire demain, il y aura une réunion de travail avec la présence de l'OPS et de l'UNICEF pour partager les avancées du plan de vaccination et donner des contributions pour l'améliorer. Concernant la mise en place et la mise en œuvre du vaccin Sputnik 5, le ministère de la Santé a reporté
au bureau technique sur le déploiement technique. Et il a dit que, conformément à ce qui avait été établi lors du premier groupe, concernant les 80 000 travailleurs de première ligne, des soignants de première ligne, la stratégie de vaccination, y compris les postes de vaccination au sein des services de santé de référence et de la prise en charge médicale correspond à ce qui a été établi lors du plan. Il est nécessaire de souligner qu'il faut continuer avec la surveillance de tous le processus pour être certain qu'ils sont en train de répondre à tout ce qui a été établi avec ce plan et ce calendrier et de faire des ajustements là et où quand cela se fera nécessaire pour que la vaccination corresponde à ce qui avait été établi dans le plan. Merci, docteur. La question suivante, j'aimerais passer la parole à Claudia Luna Parencia, correspondante en Espagne du Mexique. Et Claudia, tu peux poser ta question, tu as la parole. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, merci beaucoup. Fondamentalement, j'ai deux questions à vous poser. Nous sommes en train de voir que dans plusieurs pays, on parle d'un casier vert pour que les personnes qui soient vaccinées puissent retourner au gymnase, dans les espaces publics. Au Royaume-Uni également, on mentionne un passeport sanitaire. J'aimerais savoir quelle est votre opinion à ce sujet, à cette position d'avoir un passeport sanitaire qui serait distribué dans les pays au fur et à mesure que les personnes se vaccineraient. Et finalement, en Galicia, en Espagne, une loi a été approuvée au Parlement qui a beaucoup attiré l'attention. La loi qui a été approuvée est en rapport avec ceux qui ne veulent pas se faire vacciner parce que c'est obligatoire. Mais si c'est nécessaire, il la mettrait en pratique, cette loi qui obligerait les personnes à se vacciner, celles qui ne souhaitent pas se vacciner. OK. Docteur Jarbas, merci pour cette question. Je crois que au sujet des passeports, c'est un débat qui revient toujours à ce principe. Au début, certains pays ont mentionné ce passeport pour ceux qui avaient déjà été atteints de COVID-19. Mais maintenant, à ce moment-là, et maintenant avec le vaccin, il faut faire très attention. Quel est l'objectif d'un passeport tel que celui-ci? D'abord, le grand objectif doit être de mettre en œuvre le plan de vaccination de tous les pays, de surveiller, de vérifier que les groupes prioritaires soient vaccinés en premier lieu jusqu'à atteindre le minimum de 70% que nous le croyons parce qu'il nous faut des données du monde réel. Nous pensons que ce niveau de couverture vaccinale d'une population pour atteindre l'immunité collective. Par conséquent, il faut faire très attention au sujet des aspects éthiques, qu'il n'y ait pas de barrière pour les personnes qui doivent… Il faut voir également que les réglementations sanitaires internationales est établie d'une manière très claire pour voir quels sont les vaccins que l'on peut exiger, comme par exemple pour la fièvre jaune. Il faut observer tout ceci, également les aspects techniques, pour que ce ne soit pas une barrière de plus pour la vaccination. Au sujet des amendes qui seraient payées par ceux qui ne se vaccinent pas. Je pense que chaque pays doit prendre sa décision. Je pense que chaque pays connaît ses réalités et ses lois. La vaccination doit être quelque chose d'important pour la population. Comme l'a dit notre directrice, le vaccin joue tout au moins deux rôles importants. Tout d'abord, la protection individuelle. Les soignants vaccinés pourront continuer à travailler dans les hôpitaux, dans les urgences hospitalières, etc.
et dans les soins intensifs. Les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies chroniques qui se vaccineront seront protégées contre les formes graves et les décès causés par le COVID-19. Mais le vaccin joue également un rôle collectif parce que lorsqu'on déploie la couverture et qu'on élargit la couverture vaccinale avec le peu de disponibilité de vaccins que nous avons aujourd'hui, ce rôle collectif va tarder, bien évidemment, mais joue le rôle de protéger la population mondiale et il fait en sorte que la transmission puisse être contrôlée. Par conséquent, il me semble qu'il s'agit plus d'une obligation, c'est un droit que les personnes et les gens ont pour se protéger à soi-même, à leur famille et à leur communauté. Parce que je crois que fournir toutes les informations sur la sécurité, comment les vaccins sont sûrs, comment est-ce qu'ils fonctionnent, ce serait un encouragement important pour ceux qui doutent du vaccin, de la vaccination. Merci, monsieur. La première question, Giovanni Schittman de la Prensa au Nicaragua. Si l'envoi des premiers vaccins à travers le mécanisme COVAX est prévu pour le mois de mars, quels seraient les points que les gouvernements devraient aborder concernant la communication pour la population? Et il demande si les plans et les protocoles de vaccination prennent en compte la démarche de réaction adverse, d'effets secondaires, et si on pourrait créer une campagne pour que la population soit plus confiante. Monsieur Ugarte, vous avez la parole. C'est une question très importante parce qu'en réalité, bien que nous ayons une préparation adéquate, que nous soyons en train de mettre en œuvre les plans de vaccination et que l'on mette en œuvre tous les mécanismes de réponse, s'il n'y a pas une communication qui soit adéquate envers la population, alors le message ne sera pas transmis comme il devrait être transmis. Et il est important de souligner ce point, non seulement l'aspect de l'information, comment va la pandémie, etc., mais l'aspect des mesures de protection et l'arrivée et le déploiement de la vaccination. Une information transparente, en temps, suffisante, c'est une mesure très importante pour que la population puisse faire partie de la réponse. Concernant cette réponse, l'OPS a élaboré un guide pour les pays pour pouvoir élaborer une stratégie de communication au sujet des risques du vaccin. C'est une publication que je vous invite à revoir parce qu'il y a des lignes très spécifiques, mais très pratiques de comment aborder les aspects de la vaccination depuis la partie d'opération, mais les mesures qu'il faut prendre lorsque l'immunisation se réalise, la vaccination, mais également la vaccination des groupes prioritaires et comment la population, comme a dit M. Jarbas, comment la population devrait se comporter après la première dose, après la deuxième dose et comment ces mesures doivent être conservées à long terme. Par conséquent, la communication est un des piliers fondamentaux pour la réponse au COVID-19. Merci, docteur Siro. Je passe la parole maintenant à Karim Joseph, qui est éditeur-chef. Kadim, if you're listening, you have the Karim, floor. si tu nous entends, la parole est à vous. Merci beaucoup. Je suis là, effectivement. Donc, ma question porteuse s'adresse à la docteure Étienne, Clarissa Étienne, et des recommandations que l'OPS, que les individus qui ont attrapé la COVID-19 peuvent être vaccinés. Mais est-ce que cela signifie que les gens doivent être testés avant que l'administration du vaccin de la COVID-19? Et sinon, est-ce qu'il y aurait
des preuves que l'administration du vaccin contre la COVID-19, alors qu'on a la maladie, peut provoquer des effets collatéraux négatifs. Monsieur Barbosa, est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Merci pour votre question, Kadine. Oui, la recommandation est que les gens qui souffrent de la maladie soient vaccinés. Pourquoi? D'abord parce que nous ne savons pas combien de temps la protection de l'infection naturelle. Deuxièmement, des gens ont peut-être reçu un faux positif. Ils pensent qu'ils sont malades, qu'ils ont été touchés par la COVID-19 et en fait, ils ne l'ont pas eu. Donc, oui, il faut qu'on les vaccine, il faut qu'ils se fassent vacciner. La vaccination doit être mise en œuvre en respect des groupes de priorité. Donc, si quelqu'un a l'hypertension, le diabète ou ont 80 ans, même, et si cette personne a la COVID-19, il est très important que cette personne soit protégée par le vaccin. Sur cette question, s'il y a eu un test avant le vaccin, d'un point de vue de santé publique, ce n'est pas faisable parce que certains des gens peuvent avoir des anticorps et qui n'ont pas été détectés par le test. Et le coût de tester tout le monde, il y a des gens qui peuvent avoir une forme pas sévère de la maladie. Donc, il faut garantir que les groupes de priorité, les personnes les plus exposées, les groupes les plus exposés soient vaccinés, même s'ils ont eu la COVID-19 ou qu'ils pensent qu'ils ont été infectés par la COVID-19. Merci beaucoup pour cette question. Merci, docteur. Nous avons plusieurs questions des journalistes de Nicaragua, El Salvador, Mexique. Comment va le processus de vaccination? Honduras et également quand arrivera le premier lot? Également une question du Guatemala, du Venezuela, du Mexique, et de Nicaragua également. Kating Romero du Nicaragua également nous pose des questions. Tous nous posent des questions à ce sujet. Docteur Barbosa, merci. Merci pour ces questions. Je pense que c'est beaucoup de questions, mais il y a deux questions dont se préoccupent les personnes. D'abord, la quantité de vaccins que chaque pays recevra à travers COVAX. Il est important de dire que chaque pays, l'année dernière, lorsque chaque pays a décidé de faire partie et de se joindre à COVAX, ça a été une option. Il y a des pays qui ont demandé 10% à COVAX de leur population, d'autres ont demandé 15% de leur population. Donc, chaque pays recevra en 2021 le nombre de vaccins qu'il a demandé. Le premier déploiement de vaccins que COVAX a réalisé, il y a une décision, il y a un groupe qui prend cette décision qui est de l'OMS et qui veut établir des critères équitables, c'est-à-dire que tous les pays vont recevoir maintenant, lors de ce premier déploiement, une quantité qui est une proportion entre 2,2 à 2,6% de la population. Chaque pays recevra un courrier. Nous espérons que ce sera les prochains jours. Et reste en suspens le dernier accord avec COVAX pour savoir la quantité exacte que chaque pays recevra. L'exception, ce sont les pays qui ont des petites populations. Certains pays des Caraïbes vont recevoir lors de ce premier déploiement les vaccins de AstraZeneca de 2 producteurs AstraZeneca d'Inde et AstraZeneca de Corée et recevront jusqu'au mois de mai entre 2,2 à 2,3%. Les petites îles des Caraïbes qui ont des petites populations recevront une quantité proportionnelle plus importante qui représentera environ
vers les 20% de leur population. Parce que comme il s'agit d'une remise très petite, une livraison très petite et le coût des livraisons est très élevé pour des petites quantités, c'est pour cela qu'il y aura ces exceptions. Ces décisions ont été prises par l'OMS, mais avec une base équitable. Une des questions que tout le monde se pose, c'est combien de vaccins? La deuxième question, c'est la date. La date, ce n'est pas une décision. La décision dépend, la date dépend de la décision. Ce n'est pas une décision, ça dépend du marché, la quantité disponible, comment ces vaccins seront transportés du producteur vers les pays. Donc, la décision, si décision il y a, c'est d'envoyer ces vaccins le plus tôt possible. Et le mécanisme COVAX est sans cesse en négociation avec les producteurs pour que les vaccins puissent arriver à destination le plus tôt possible. Et certains pays recevront ces vaccins ces derniers jours du mois de février. Merci, docteur Jarbas. Maintenant, nous avons une question du Nicaragua, de Radio Corporation du Nicaragua, dit que le gouvernement informe toutes les semaines au sujet de la situation du Covid, le nombre de contagions, le nombre de décès, et demande si le gouvernement informe ces mêmes données au sujet des contagions et du décès à l'OPS, s'ils ont ces chiffres de 45. Oui, l'OPS reçoit ces mêmes informations à travers du canal de règlement sanitaire international, c'est-à-dire ceci se diffuse à un niveau public et ce sont les mêmes informations que l'OPS reçoit à travers ce canal d'information sanitaire mondiale. La prochaine question de Mariana du Venezuela dit qu'au Pérou, le Chili et l'Argentine, il y a eu des polémiques au sujet de la vaccination qui a été attribuée à des fonctionnaires et non à la population prioritaire. Qu'en pense l'OPS? Est-ce qu'il s'agit d'une situation éthique? Merci de cette question. Le rôle de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation panaméricaine de la santé est d'établir des recommandations techniques pour que chaque pays prenne ses propres décisions adaptées à leur réalité nationale, à la disponibilité du vaccin et à d'autres aspects nationaux. La recommandation que nous avons fournie au pays basée sur les évidences que nous avons et que ce vaccin doit être établi pour maintenir les services de santé et des services sociaux essentiels. Ce sont les premiers qui doivent être vaccinés, le personnel soignant ou par exemple dans les EPAS, des foyers pour les personnes âgées, parce qu'il y a beaucoup de risques. C'est la porte d'entrée d'un virus qui peut provoquer beaucoup de décès. C'est le premier groupe qui doit être vacciné, les soignants et d'autres personnels. Après, il faudrait vacciner les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies chroniques qui peuvent développer des formes graves. Ainsi, on va sauver des vies, on va utiliser le vaccin pour protéger les plus vulnérables qui peuvent développer des formes sévères de maladies. Puis, après, lorsqu'on aura plus de disponibilité de vaccins, on passera à vacciner la population pour obtenir la couverture vaccinale de 70%, qui est le minimum que l'on considère être nécessaire pour l'immunité de troupeau. Donc, la décision est souveraine pour chaque pays, mais nous pensons qu'il est très important que les pays puissent suivre les recommandations techniques de l'OMS et que la communication du pays à sa population doit être très transparente.
Je pense que c'est une difficulté que les pays peuvent avoir, cette question de communication. Donc, le plus de transparence qu'il puisse y avoir pour communiquer ces plans, quelle est la priorité, quels sont les premiers groupes, quelle est la stratégie que les pays vont utiliser. Je pense que ceci élargit la conscience de la population concernant des éléments importants. Pour qu'une campagne de vaccination puisse obtenir le succès souhaité. Merci beaucoup. La question suivante est de Kadine de AFP. Elle dit que Cuba espère se convertir ou se transformer dans le premier pays américain à produire son propre vaccin, la Soberana 2, est le vaccin le plus avancé, et demande à l'OPS qu'est-ce que l'OPS sait au sujet de ce vaccin et concernant les efforts de Cuba à obtenir son propre vaccin. Merci de cette question. C'est très important que les pays d'Amérique latine et des Caraïbes puissent voir comment diminuer la vulnérabilité de leur région pour la production de vaccins, de médicaments, d'équipements de protection personnelle, de respirateurs et d'autres intrants qui sont si importants. Comme je l'ai dit au début, les 3 piliers de la réponse au vaccin, c'est le mécanisme COVAX qui est de Gavi, et également le pilier de soutien à la recherche et au développement qui est lidéré par STEP. Nous avons certaines informations au sujet des informations pour le développement comme tel que Cuba, mais nous demandons que le producteur de Cuba entre en contact avec le CEPI. Il y a certains projets au Brésil, parce que CEPI a certaines stratégies pour pouvoir soutenir les parties techniques initiales. Le vaccin de Cuba va passer par la phase 3. C'est la dernière étape des essais cliniques, des tests cliniques, mais c'est celle qui prend le plus de temps parce qu'il faut vacciner des milliers de personnes et attendre jusqu'à avoir atteint un certain nombre de personnes infectées pour que l'on puisse passer à l'évaluation et à l'efficacité et à la sécurité. Ceci prendra plusieurs mois. Nous pensons que le plus de vaccins qui se développeront sera le mieux pour participer au mécanisme COVAX et proposer des vaccins. Le vaccin doit répondre aux critères, il doit être préqualifié ou avoir l'autorisation de l'utilisation d'urgence octroyée par l'OMS. Aujourd'hui, nous l'avons pour le vaccin Pfizer, pour les 2 vaccins d'AstraZeneca, celle qui est produite en Inde et celle qui est produite en Corée du Sud. Celle de Moderna se trouve à la dernière étape d'analyse. Également, un producteur de Chine qui s'appelle Sinopharma a demandé l'évaluation, nous a remis son dossier, il est sous évaluation. Le vaccin de Janssen également est en train de passer par les évaluations. Tous les producteurs sont par conséquent les bienvenus. Il est très important d'avoir beaucoup de producteurs pour pouvoir fournir à tous les pays des vaccins, mais tous doivent répondre aux critères de certification, de sécurité, de qualité et de l'efficacité des vaccins. Merci, docteur. Nous arrivons presque à la fin de notre session, mais nous avons une question de Royston Jones de Equity News de Bahamas. J'aurais dû passer la parole à Royston, je te passe des la parole. Bahamas, des îles Bahamas. Vous avez la parole, Royston. Merci beaucoup de me passer la parole. Aux Bahamas, en ce moment, le gouvernement a annoncé qu'il va utiliser 100 000 doses d'AstraZeneca que nous devons recevoir d'ici la fin de la semaine pour fournir la première dose à 100 000 personnes. Donc, 100 000 doses vont servir la première dose. Qu'est-ce que l'OPS pense de cette approche? Et vu la donnée et les difficultés de l'offre, est-ce
que ça va prendre du temps pour la deuxième dose et comment les Bahamas vont se trouver pour la protection de ces gens qui ont reçu la première dose. Le délai est de 12 semaines recommandé. Donc, si on dépasse beaucoup pour cette deuxième tranche, en quelle position les personnes qui ont reçu la première dose vont se trouver? Qu'est-ce que l'OPS pense de ça? Merci, Royston. Est-ce que vous pourriez répondre? Merci beaucoup, Royston, pour cette question importante. Quand les vaccins est autorisé par l'OMS, ce vaccin est également SAGE, c'est le groupe d'experts stratégiques sur l'immunisation. C'est un groupe qui prend toutes les recommandations pour l'OMS sur tous les vaccins que l'OMS recommande au pays. Et donc, notre nouvelle vision, on a un groupe de conseillers techniques sur l'immunisation qui fournit des conseils aux États membres et à l'OMS. Donc, la formation qui a été fournie par les producteurs de ce vaccin, celui d'AstraZeneca, la deuxième dose doit être administrée jusqu'à 12 semaines après la première dose. Ce sont les données dont nous disposons. Donc, ça, c'est la recommandation officielle. Je ne sais pas ce que le gouvernement de Bahamas a annoncé. Laissez-moi vous dire qu'il y a quand même une caractéristique importante de la campagne de vaccination pour COVAX, c'est sa durabilité. Donc, les pays vont recevoir l'information, les pays vont recevoir l'information sur tout le déploiement de la campagne de vaccination, pas seulement sur la première, jusqu'à ce que une certaine proportion de la population aura été couverte, aura été vaccinée. Et donc, avec ces données, le pays peut prendre ses décisions et donner la priorité à certains groupes et en commençant de mettre en place son plan national de vaccination. Donc, avec l'information dont tu disposes maintenant, 12 semaines est donc le délai jusqu'à 12 semaines est la période optimale pour recevoir la deuxième dose. Et grâce aux informations que COVAX va fournir, le ministère de la Santé des Bahamas pourra prendre les meilleures décisions quant à l'usage de ce vaccin, disposant des informations non seulement pour la première tranche, mais pour la deuxième ou troisième tranche de vaccination, de manière à ce qu'il pourra planifier sa campagne. Merci, docteur. Maintenant, la dernière question de notre séance d'aujourd'hui. On demande si l'OPS se préoccupe du fait que certains pays ne puissent pas exécuter le plan de l'OPS et est-ce que et si elle ne se préoccupe pas que les pays soient prêts à déployer les vaccins. Merci de cette question qui est importante dans le contexte de déploiement des campagnes le plus rapidement possible. Je veux rappeler que l'OPS travaille avec nos États membres depuis des mois maintenant pour qu'ils se préparent à cette campagne de vaccination. Et n'oublions pas que c'est basé aussi sur des décennies d'expérience avec des programmes d'immunisation robustes et un réseau très étendu qui fournit les vaccins même dans les zones les plus reculées. Donc, s'il y a une région qui peut le faire, notre région dispose effectivement de cette expérience. Donc, en préparation à ce déploiement des vaccins contre la COVID-19, nos États membres ont traversé un processus d'évaluation pour savoir s'ils étaient prêts. Donc, ça a été très poussé pour les pays qui font partie du COVAX AMC et qui recevront les vaccins à coût zéro. Et l'OPS a examiné avec nos États membres ces évaluations sur l'état de préparation des pays. Tout ce que je peux vous dire, c'est que notre région est prête. En Amérique latine et dans les Caraïbes, les pays ont hâte et sont préparés à augmenter le rythme de la vaccination rapidement.
nous savons qu'il s'agit quand même d'une campagne différente par rapport aux campagnes d'immunisation de l'enfance. Donc, il va falloir recourir à des stratégies différentes ou à adapter celles que l'on connaissait jusqu'à présent. Donc, nous savons qu'il va y avoir des défis à relever, mais j'ai confiance que nous arrivons à les dépasser, à les relever, comme nous l'avons fait souvent dans le passé. Bon, maintenant, il faut que nous recevions suffisamment de vaccins et les acheminions à ceux qui sont plus à risque de développer une forme sévère de la maladie. Donc, nous devons aider à la protection de nos professionnels de santé. Surtout au début, alors que l'offre est encore limitée, il faut centrer les campagnes sur ceux qui sont plus exposés pour avoir un grand impact sur le taux de fatalité. Hein? Donc, il faut cibler au début. Donc, il faut que cela ait lieu dans tous les pays. Et dès qu'on aura vacciné nos professionnels de santé, il faudra penser aux personnes âgées et à ceux qui ont des maladies préexistantes. Et les pays vont devoir... donc, l'OPS accompagnera ces pays à chaque étape, depuis l'achat jusqu'à la livraison, jusqu'à ce que nous prenions contrôle du virus dans notre région. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. La prochaine semaine, nous reprendrons l'horaire normal à 11 heures du matin, heure locale de Washington, D.C. Et rappelez-vous que vous trouverez plus d'informations sur COVID-19 sur notre page web. Merci beaucoup d'être avec nous et nous nous reverrons mercredi prochain à 11 heures, heure de Washington.